Je suis très heureux que nous parlions des questions de paix aujourd'hui, alors que la nuit dernière, je pensais dans un premier temps que c'était un cauchemar, que j'avais fait de mauvais rêves. En prenant des nouvelles ce matin à 6 heures, j'entends dire que nous allons être flanqués d'un conseil de paix qui aura pour charge d'examiner toutes les situations de conflits réels ou potentiels, c'est-à-dire toutes les situations du monde, sous la hullette d'un président à vie qui nomme les membres de ce conseil à condition que ceux-ci s'acquittent d'un droit d'entrée d'1 milliard de dollars. Je pense que Coluche n'aurait pas osé, mais comme le dit Michel Audiard, on sait à quelle catégorie appartiennent ceux qui osent tout. Voilà. Peut-être vous souvenez-vous de Lino Ventura dans Les Tontons Fringants. Derrière cet aspect conjoncturel dont on parlera peut-être dans les échanges que nous aurons, il y a un problème fondamental, et c'est de ce problème fondamental dont que je viens exposer devant vous. Le problème fondamental, c'est que notre histoire européenne est mal partie depuis déjà fort longtemps, dès lors qu'il est question de paix. Mal partie au moment de sa renaissance, au moment du XVIIe siècle, au moment de la construction des États-nations. Et au moment de la construction de ces États-nations, ceux qui l'ont théorisé ont voulu mettre Aristote de côté au profit d'une nouvelle définition de la paix. Aristote, on a tous plus ou moins oublié parce que c'était un programme un peu lourd de notre classe de philo, a pourtant eu cette idée géniale d'être le premier, en tous les cas dans ce monde européen, à définir la paix, et de manière très généreuse et très forte, et terriblement moderne, en la considérant comme étant la coexistence entre individus différents. Ceci s'appliquait à la cité à travers son postulat d'une zoon politikon, et déjà c'était un message de paix. La cité est bien gérée si les individus coexistent dans leurs différences. Dans leurs différences. Aristote est le premier qui a construit l'idée de paix sur le refus de la cité de l'identique, de la cité totalitaire, celle où tout le monde est aligné à la même couleur de peau, à la même religion, à la même langue, à la même mémoire. Et dans le langage aristotélicien, qu'on retrouve autant dans l'éthique et le coma que dans la politique, l'homme va jusqu'à projeter cette idée de coexistence entre les cités. Rien à voir avec ce que notre génération appelait la coexistence pacifique. La coexistence pacifique pour la guerre froide, c'était se supporter faute de mieux. La coexistence au sens aristotélicien, c'est une coexistence active qui est pour lui le fondement de la paix, à savoir faire d'un monde divers, d'un monde plural, pluriel, une source de richesse plus que de tension. Savoir les relations internationales devrait savoir transformer la différence en principe d'unité. Et c'est la raison pour laquelle le concept originel de paix est si proche de l'idée en même temps d'altérité et de celle de reconnaissance. C'est-à-dire être en paix, c'est aimer l'autre. Mais aimer l'autre, ça veut dire le reconnaître dans son humanité et tirer avantage de sa diversité. Lorsque M. Hobbes est arrivé pour théoriser la construction de l'État-nation, il a dit à Aristote, mon vieux au placard, et il est parti de l'idée inverse, qui est l'idée de sécurité.
Qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée de sécurité? Il y a l'idée que l'autre, loin d'être une richesse pour moi, est un danger, une menace permanente. C'est-à-dire, c'est presque du retalo, c'est-à-dire la construction de la sécurité sur la défiance structurelle. Ce qui a conduit à considérer les États sur l'arène internationale comme, et j'invente rien, c'est à la page 126 de l'édition cirée du Léviathan, comme des gladiateurs. Les États sont conçus comme des gladiateurs, c'est-à-dire ces gens armés qui attendent et pillent la moindre occasion pour abattre l'autre. Ce que Clausewitz disait terrasser l'ennemi. Et ceci nous mène jusqu'à Carl Schmitt, pour qui il ne peut pas y avoir de nation sans qu'il y ait conscience d'un ennemi. Mesdames et messieurs, à 16h10 aujourd'hui, je vous dis quelque chose d'affreux. C'est que notre théorie moderne de l'État européen a ainsi construit la guerre comme une fonctionnalité. C'est-à-dire, ces États souverains, s'ils ont des différends entre eux, ils n'ont à obéir à aucune loi commune. Vous voyez que le trumpisme était déjà né à l'époque. Le droit international ne fait pas sens, car je suis souverain. Donc, je ne dépends que de moi-même. Et comme dirait M. Trump, je ne dépends que de l'image que je me fais de la moralité. Et donc, puisque des États souverains ne peuvent se soumettre à aucun arbitrage, si nous avons un contentieux, vous êtes souverain, je suis souverain, eh bien, on va le régler par la force. Et, bien entendu, on a essayé de limiter les dégâts au fil des temps et au fil des siècles, puisque, en même temps que cela, se profilait l'idée d'un droit international qui est né avec Grotius au même moment. Grotius écrit même un petit peu avant, en 1625, et puis qui va ensuite être confirmé par les grands maîtres du droit international, Vattel, ce grand juriste helvétique. Eh bien, un très grand sociologue historien états-unien que j'ai beaucoup apprécié, décédé hélas aujourd'hui, Charles Tilly, disait, du coup, on est face au paradigme du war-making, state-making. C'est-à-dire, l'État, pour se faire, a besoin de la guerre, et la guerre, pour s'accomplir, a besoin de l'État. Et effectivement, la guerre a rendu énormément de services à l'État. Lui a donné une armée permanente, lui a donné le droit de lever l'impôt. L'impôt trouve son origine dans le financement de la guerre, une administration fiscale, une bureaucratie, un contrôle sur une population mobilisée. Donc c'était tout bénéfice. Et pire que ça, mesdames et messieurs, la guerre a permis de dessiner l'Europe au fil des décennies et des siècles, et même, plus encore, de concevoir un ordre. Bah, tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Parce que tout ça, ça m'écorche la bouche. Et croyez que quand je dis écorcher la bouche aujourd'hui, je sais ce que ça veut dire. Ça m'écorche la bouche de vous le dire. Mais les guerres ont tout réglé en Europe jusqu'en 1945. D'où l'importance de traités de paix si centraux, vénérés. Je parlais de la paix de Westphalie, etc. Les traités donc de Münster et Osnabrück, mais on pourrait parler de Nimègue, de Ryswick, on fera une interro sur ces traités, d'Aix-la-Chapelle, de Paris, etc. Et puis, avez-vous remarqué que depuis la guerre de Crimée, qui se termine en 1856, il n'y a plus de traité de paix. À l'issue de la Première Guerre mondiale, la paix de Versailles n'était pas un traité de paix, c'était une négociation entre vainqueurs. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a même rien eu.
Et puis, depuis 1945, je vous mets au défi de trouver le traité de paix. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se brouiller. Et mon propos est de dire que la guerre, aujourd'hui, elle est de plus en plus destructrice, elle est de plus en plus cruelle, elle est de plus en plus nombreuse. Vous savez que depuis 1945, on compte 500 guerres. C'est-à-dire à peu près autant que de 1945 jusqu'à Westphalie, 1648. Elle est de plus en plus coûteuse financièrement. Hein. La guerre d'intervention états-unienne en Afghanistan, c'était quand même 2000 milliards de dollars. On peut en faire des choses avec 2000 milliards de dollars, sachant qu'avec la guerre d'Afghanistan, on n'a rien fait. Bon. Et donc, on s'aperçoit que ce qui avait fait la vitalité cruelle de notre histoire ne sert plus aujourd'hui que des intérêts très partis. Et donc, il est urgent de revenir à une définition de la paix qui soit autre chose que la non-guerre. Car Raymond Aron, que nous vénérons tous, définissait la paix comme une entre-deux-guerres. On parle de l'avant-guerre et de l'après-guerre, je ne sais pas si vous avez jamais entendu parler de l'avant-paix, de l'après-paix ou de l'entre-deux-paix. Si vous dites entre-deux-paix, on dit les grossiers. Donc, il y a quelque chose là d'étrange dans notre culture. Cette façon de définir la paix comme étant la non-guerre nous rend aveugles sur la réalité même de la paix. Et j'aurai longtemps en tête le souvenir d'une conférence faite à Conakry en Guinée. Ah, vos téléphones portables doivent être à présent éteints et ce jusqu'à l'arrivée à notre point de stationnement. See, ladies and gentlemen, your cell phone must be switched off. Donc, À Conakry. Conakry, voilà, merci beaucoup. Et je racontais ça, que la théorie des relations internationales envisageait la paix, la définition officielle de la paix, c'est la non-guerre. Il y a un étudiant, Herpel, qui était au premier rang, ça m'a énormément frappé, s'est levé. Je me dis, mais monsieur, c'est vous qui le dites. Peut-être que comme vous, c'est comme ça. Chez vous, c'est comme ça. Mais chez nous, les Peuls, en langue poulard, la paix, c'est la santé sociale du groupe. Magnifique. Magnifique et très aristotélique. Et si vous vous tournez vers la langue arabe, salam, ou la langue hébraïque, shalom, il est aussi question de santé, de cette conception élevée de la santé qui n'est plus celle de l'individu, mais de la collectivité tout entière, quelle que soit cette collectivité. Et interrogeant un sinologue, celui-ci m'a dit, le premier idéogramme chinois pour définir la paix, c'est une femme sous un toit. Alors, il y en a qui ont dit c'est du sexisme, c'est du machisme, c'est du féminisme, enfin tout y est passé. Non. Ça veut dire tout simplement la valorisation de l'intégration. Ce microcosme social qu'est la famille, qui est l'image de ce que devrait être la paix. Et donc, mesdames et messieurs, repartons d'Aristote et interrogeons ses dignes successeurs. Je voudrais juste vous en présenter deux. Le premier, c'est un sociologue algérien du XVe siècle qui s'appelle Saint-Augustin. Et Saint-Augustin a cette phrase extraordinaire que j'ai découverte à l'occasion de mes recherches sur la paix. Il dit, la paix, c'est de pouvoir nourrir chacun de sa faim et de consommer de l'eau pure. Écolo avant la lettre, Saint-Augustin. Et remontons à un autre auteur que je vous conseille de retenir parce que ça permet à peu de frais de briller dans les dîners. Tant l'homme est peu connu, s'appelle Marcille de Padoue. Il a écrit un livre en 1322 qui s'appelle Le Defensor Pacis, le défenseur de la paix. Alors Marcille de Padoue, c'est un curieux personnage parce que c'était un gibelin et il combattait aux côtés de l'empereur la théocratie pontificale. Et son argument était de dire
seul l'empereur peut garantir la paix. Ce en quoi il se trompait probablement dans son équation. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas ça, qui est un argument électoral avant la lettre. C'est quelque chose de beaucoup plus fin, qui est la définition qu'il nous donne de la paix. Je l'aime beaucoup. Il dit la paix, c'est tout simplement la sufficientia vitae, c'est-à-dire, de la traduction latine, ce qui est nécessaire, suffisant pour assurer la vie. La paix, c'est garantir la vie. C'est ce que, ensuite, dans sa sagesse, le PNUD appelle, Programme des Nations Unies pour le développement, la sécurité humaine, dans son célèbre rapport de 1994, où il dit, mais la paix, c'est pas seulement interrompre les guerres, la paix, c'est assurer ces 7 sécurités fondamentales. Sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, sécurité climatique, environnementale et sécurité culturelle, la protection des minorités culturelles, sécurité individuelle, c'est-à-dire la protection de l'habeas corpus, si vous voulez, la sécurité économique, c'est-à-dire la lutte contre la précarité et la grande pauvreté, et enfin la sécurité. Alors politique, j'aime pas ce terme, il faudrait traduire par sécurité institutionnelle, c'est-à-dire être gouverné par des normes et non par des hommes, des femmes. Eh bien, voilà un bel aperçu de ce qu'est la paix. Alors pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas tout ça? Je vous disais il y a un instant, dans la raison du monde, la paix est désormais plus économique et rationnelle que la guerre, pour les raisons que je vais évoquer dans un instant. Et pourtant, nos princes s'entêtent dans non seulement cette idée que la guerre est nécessaire et fonctionnelle, mais en plus que la paix n'a de sens que définie par rapport à la guerre, ou comme la non-guerre. Pourquoi s'entête-t-il? Pour une raison dramatique. C'est que le pouvoir politique considère le droit de faire la guerre comme étant la principale ressource qui alimente son pouvoir. Et le drame des Poutino Trumpo Netanyahu, c'est de se voir retirer ce privilège de faire la guerre au risque de n'être plus rien dans leur esprit. Et il faut bien penser que la guerre étant définalisée par rapport aux rationalités qu'elle avait autrefois, devient finalisée à titre personnel et privatif. Comme quoi redresser les torts est toujours dangereux. Eh bien, la guerre devient finalisée. Oui, la guerre n'étant plus finalisée en termes de rationalité collective, devient finalisée en termes de rationalité individuelle. C'est-à-dire les guerres servent aujourd'hui les princes, les seigneurs de guerre et les milices. C'est-à-dire ceux qui en ont besoin, non pas pour l'existence de la collectivité, mais pour poursuivre leur intérêt égoïste. Pourquoi croyez-vous que M. Poutine s'est lancé à la conquête de cette malheureuse Ukraine, sinon que comme méthode de consolider son propre pouvoir politique? Pourquoi croyez-vous que M. Netanyahou se soit offert 100 000 morts, si ce n'est plus, à Gaza, sinon que pour échapper à un procès et échapper des élections qui risquaient de mettre en péril sa coalition? Et pourquoi croyez-vous que M. Trump est pris de cette danse de Saint-Guy que nous lui connaissons depuis un certain temps? Parce que c'est sa seule ressource pour exister politiquement. M. Trump a passé un pacte électoral qui est fondamentalement contradictoire. C'est-à-dire, je vais restaurer la puissance américaine déchue par une mondialisation qui a mal tourné pour elle, mais et pour cela, je vais faire Make America Great Again, mais en même temps, les mêmes électeurs disent, attention, pas trop d'avances extérieures, ça coûte cher, en vie et surtout en dollars.
Et donc, l'idée de Trump, c'est ce que j'appelle la gonflette diplomatique, c'est optimiser l'affichage d'une puissance pour satisfaire ce désir de restauration, tout en ne prenant pas le risque d'un conflit généralisé. La cible idéale étant dans ce cas-là les faibles et les mous, j'ai dit l'Europe. Et c'est pour ça que nous risquons de passer de mauvais jours. Et donc, cette réhabilitation de la guerre rompt avec la théorie classique de la stratégie. Rappelez-vous ce que disait Clausewitz dans son fameux essai de la guerre au début du XIXe siècle. Il disait la guerre, c'est d'abord la méthode la plus sûre pour atteindre des objectifs politiques. C'est-à-dire que dans son esprit, la guerre ne pouvait être que finalisée en termes collectifs et en termes politiques. Alors qu'aujourd'hui, la guerre est de plus en plus auto-finalisée ou privatisée. Alors, derrière cela, il y a, je dirais, deux grands espoirs. Le premier espoir, c'est, à mesure que le monde se globalise, de créer des institutions internationales qui permettent de réguler celui-ci. D'où l'invention progressive du multilatéralisme, qui est une longue histoire. Vous savez que le multilatéralisme, il apparaît dès le milieu du XIXe siècle. Nécessité faisant loi. Quelle est cette nécessité? Ben, c'est l'amorce de la mondialisation. C'est-à-dire les transports fluviaux, puis maritimes. Ah ben, s'il y a des transports fluviaux et maritimes, il faut bien des conventions pour organiser ces transports qui conduisent d'un pays à un autre. Et puis, alors donc, on a créé les premières conventions sur la circulation maritime et fluviale. Et puis après, on s'est dit, tiens, ces transports qui sont en plein essor, nous sommes à la deuxième moitié du 19e siècle, véhiculent des maladies. C'est dangereux. Il va falloir se prémunir. Autre nécessité. Vous voyez, nécessité faisait loi. Et donc, peu à peu, on a créé l'Office international de l'hygiène publique, l'ancêtre de l'OMS, mais c'est pas l'OMS, c'est l'OIHP. Et puis, un débat est intervenu à la fin du 19e siècle. Débat qui va être animé par deux personnes, un Français et un États-Unien. Et là, permettez-moi de vous dire, alors que je ne suis pas spécialement cocardier, c'est le Français qui avait raison et l'États-Unien qui avait tort. Le Français, il est oublié. Alors, c'est un grand monsieur. C'était un ancien président du Conseil de la Troisième République, monsieur Léon Bourgeois. Et Léon Bourgeois a eu une prescience extraordinaire en disant il est en train de se constituer une opinion publique internationale. C'est la première fois que le mot va fleurir. Nous sommes au tout début du XXe siècle. Dans un ouvrage qui s'appelle Pour une société des nations, alors que la société des nations n'existait pas encore. Et Bourgeois nous dit, contre cette opinion publique internationale qui est en train de se constituer, avec tous les soucis collectifs et les enjeux qui ressemblent à cette sécurité humaine dont je parlais tout à l'heure, eh bien, il est nécessaire de constituer une société des nations pour produire ce que le grand Kofi Annan, quelques décennies, siècles plus tard, appellera le multilatéralisme social. Et son idée, c'était ça, c'est-à-dire gérer cette mondialisation qui est en train de se faire. Là-dessus est arrivé Wilson. Wilson, c'est un tout autre profil. C'est un professeur de droit constitutionnel. Alors, je l'aime pas beaucoup. Hein. Pourquoi? Parce qu'il détestait les professeurs de relations internationales. Je trouve que c'est un homme peu aimable, mais c'est intéressant de se demander pourquoi il détestait les professeurs de relations internationales. Il disait, mais ça n'existe pas, les relations internationales, parce qu'il y a pas de loi commune. C'est à nouveau notre problème de loi commune. Et donc, si on veut qu'il y ait une société internationale, il faut la doter de normes et d'institutions. D'où je propose une société des nations. Yes, but, je le dis en anglais parce que Wilson ne comprend que cette langue. Voilà.
il a ajouté quelque chose qui est extrêmement pervers et qui appartient à la tradition souverainiste, ultra-souverainiste des États-Unis depuis toujours, consistant à dire cette société des nations ne devra en aucun cas dicter aux États leur conduite, car ce ne sont que eux qui sont capables de le faire, et pire que ça, elle ne saurait cette institution gêner, ébranler, mettre à mal la puissance. Ça, c'est très intéressant. Et c'est Wilson qui a gagné contre Versailles. Pourquoi? Parce que Clémenceau, qui a organisé les négociations de Versailles, a décidé d'inviter Wilson, normal, qui est président d'un des alliés, qui est l'un des pays alliés. Et surtout, ce qui est moins normal, c'est qu'il ne voulait pas inviter Bourgeois. Pourquoi? Bourgeois était ministre pendant la guerre, donc il avait plus d'un titre des raisons d'être là, mais on disait que Bourgeois ambitionnait d'être président de la République. Et Clémenceau s'est dit, si je laisse gagner Bourgeois, c'en est fini de ma chance de devenir président de la République. Moyennant quoi, ni l'un ni l'autre ne l'a été, mais c'est Wilson qui est passé et qui a inventé, mesdames et messieurs, je vous dis ça à 16h30, c'est un mauvais moment à passer, un faux multilatéralisme. C'est-à-dire que le multilatéralisme qui a été inventé par la Société des Nations et confirmé par Roosevelt avec les Nations Unies, ce n'est pas ce multilatéralisme régulateur, c'est un club de puissance, dont le Conseil de sécurité est la parfaite illustration. C'est-à-dire ce droit absolu donné aux plus puissants de bloquer ce qui ne les arrange pas. Et c'est la raison pour laquelle Kofi Annan, qui avait tout compris de cette affaire, disait « mais j'y arriverai jamais, on ne peut pas réformer le Conseil de sécurité, c'est impossible, réformer le Conseil de sécurité, parce que s'il y a une réforme du Conseil de sécurité, on va mettre un veto sur la réforme du Conseil de sécurité. » Et donc, Kofi Annan dit, il y a une seule solution, c'est de contourner. Et de contourner la puissance, c'est quoi? Eh bien, jouer du social. C'est-à-dire, grâce à ces formidables agences sociales des Nations Unies, l'OMS, le PAM, le Programme alimentaire mondial, le prix Nobel de la paix, du temps où le prix Nobel de la paix veut dire quelque chose, la FAO, l'UNESCO, le Haut Commissariat aux réfugiés, et on pourrait ainsi continuer et donner beaucoup d'autres exemples, ce peut être un moyen de construire la paix parce que leur fonction est plus directement en prise avec l'idée de paix que je définissais tout à l'heure, c'est-à-dire la sufficientialité. Qui donne la sufficientialité? Le Programme alimentaire mondial, l'OMS, l'UNESCO. Donc on en est là. On en est là, mais je termine en disant qu'il y a autre chose. C'en est fini de ce temps décrit par Raymond Aron qui disait les relations internationales, c'est l'affaire du diplomate et du soldat. C'est fini ce temps où un ancien ministre des Affaires étrangères français que je ne nommerai pas disait à mes étudiants, les sociétés n'ont pas à se mêler de questions internationales, car si elles le faisaient, ce serait exactement comme si le chirurgien laissait la famille du malade entrer en salle d'opération. Voilà. Je ne répondrai pas à cette question. Non, vous ne l'aurez pas. Il y en a eu beaucoup de ministres des Affaires étrangères, vous savez, récemment. Monsieur Séjourné, Monsieur Barnier, Monsieur Kouchner, puis ceux que j'ai pas nommés, parmi lesquels se trouve peut-être celui que j'ai pas. Enfin, vraiment. Mais il y a une différence fondamentale entre notre génération et la Gen Z, c'est-à-dire la génération des 20 ans. C'est que nous avons appris le monde, enfin nous, c'est-à-dire celles et ceux de ma génération, mais j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs dans cette salle, nous avons appris le monde à travers le code de la coexistence pacifique et de la guerre froide. C'est-à-dire l'idée d'une époque où la puissance était à son optimum. Ma fille, par exemple, est appartenue à la génération suivante, celle qui a appris le monde
dans le tourment des illusions et des espoirs nés de la chute du mur et de la dépolarisation. Mais la Gen Z, c'est une autre génération qui a appris le monde dans un contexte de communication généralisée. 3 milliards d'individus sont connectés aux réseaux sociaux. Et dans un contexte qui active deux éléments, deux principes dont je parle dans mon livre, qui est d'une part le cosmopolitisme. Moi, je suis épaté de voir comment mes étudiants de 20 ans considèrent que, ah oui, voilà, leurs voisins sur les bancs d'amphi, c'est des Brésiliens, c'est des Ivoiriens, c'est des Indiens, c'est des Chinois. C'est pareil, c'est pareil. Bon, et ça, c'est une révolution que nous avons du mal à intégrer dans nos catégories d'analyse. On peut l'intégrer d'un point de vue émotif, mais dans les catégories d'analyse. Puis le deuxième élément, ça va avec, c'est la réalisation de l'empathie. C'est-à-dire quand on appartient à un monde unique qui devient totalement visible, ce qui n'était pas le monde du temps de notre socialisation, eh bien, on rejoint ce que le grand Victor Hugo a dit. Magnifique formule, il n'y a que Hugo pour trouver de si belles phrases, la sympathie des âmes. La sympathie des âmes, vous l'avez vu en action au moment du drame de Gaza. Quand les politiques, les princes, se mettaient sous la table ou se bandaient les yeux, les opinions publiques changeaient, évoluaient, se transformaient. J'ai vu les campus s'enflammer. Alors, ça faisait peur, puisqu'on les traitait d'islamo-gauchistes, de wokistes, d'activistes du Hamas. Je sais pas quoi. Moi, je parlais avec eux tous les jours. C'était pas des militants du Hamas, croyez-moi. C'était pas des islamo-gauchistes. C'était pas des wokistes. C'était tout simplement des jeunes de 20 ans qui disent, mais il y a 100 000 morts et personne ne réagit. C'est tout. Et ça, c'est une nouvelle lecture. Et je crois beaucoup en la force de l'empathie. Et c'est ce que je décris, c'est ça ma mystérieuse énergie sociale qui fait des miracles, si vous permettez la formule qui dans ce lieu ne devrait pas le prononcer. Mais tout de même, regardez le petit peuple ukrainien, comment il a mis en échec la troisième armée du monde. Je décris dans mon livre des morceaux de résilience sociale en Ukraine qui sont étonnants. Des mamouchkas qui mettaient des pelotes de laine dans le carburateur des tanks russes, et vous faites ça à votre voisin, sa bagnole ne redémarre pas. Et c'est comme ça que pas mal de chars russes, alors je ne dis pas que c'est elles qui ont gagné la guerre, il y avait aussi, bien sûr, des armements du côté ukrainien et livrés par des puissances occidentales, mais fondamentalement, c'est cette résistance sociale, c'est cette énergie sociale qui a fait la décolonisation. Et parce que le colonisé qui se soulevait, il avait que son énergie sociale et individuelle pour le faire. Et on pourrait ainsi continuer et expliquer pourquoi les puissants ont perdu toutes les guerres qu'ils ont menées depuis 1930. Les États-Unis ont été battus au Vietnam, ont été battus en Afghanistan, ont été battus en Irak, ont été battus en Somalie. Les Soviétiques ont été battus en Afghanistan, les Russes sont battus en Ukraine, les Français ont été battus en Algérie, ils ont été battus au Sahel. Et donc, peut-être que c'est là un sentier encore en terre battue, pas asphalté, sans panneaux, sans bande d'urgence, mais un sentier libre dessiné par les humains et qui est en train de redessiner cette vraie paix qui va bien au-delà de la non-guerre parce que elle est ainsi jalonnée de cette sympathie des âmes et de cette formidable résistance sociale. Voilà, je ne veux pas être plus long, j'ai déjà été trop. Ma langue me dit maintenant t'es quoi. Merci beaucoup. D'une part, voilà, cette vision de la paix qui est effectivement beaucoup plus globale que l'absence de guerre. Et puis, c'est pour l'optimisme que vous avez sur l'humain. On me disait au téléphone quand on était. Je n'entends pas. Voilà, dans la guerre, il va sans doute y avoir encore beaucoup de morts, etc.
mais, Dont on mais parle. que vous aviez confiance à long terme. Alors, Même à court terme. je vais passer la parole maintenant à Guilain qui va faire état un petit peu des propositions de réforme de l'ONU pour une dizaine de minutes. Je vais vous laisser ma place. Profitez du micro. Donc, pour le présenter rapidement, Donc, il anime un des groupes voilà. qui est attaché tout à l'heure au CCLC, notamment sur paix et institutions internationales. Alors, c'est difficile de passer derrière Bourg-en-Bali, hein, si brillant. On va passer devant. Alors. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, Guillaume, c'est que tu es responsable Pax Christi International, voilà. Donc, le projet de nouvelle fondation est une réflexion qui a été lancée au CCIC lorsqu'il était proposé. Et donc, Marlene Pacouret du Chrétien de la Méditerranée s'est dit partante. Et il est désormais accueilli, donc, dans le cadre de Chemin de paix, nous réfléchissons. Il est désormais accueilli par la commission Pax Christi France, avec Hervé Doris, son vice-président. Et on essaie de créer une coalition autour de réformes, de propositions de réforme. Donc, il y a Chrétiens de la Méditerranée, Mouvement de la paix, avec Alain Rouy qui est ici présent. Maintenant, nous sommes à peu près une douzaine d'associations d'ONG. Donc, il y a le MIAMSI, avec Marc Deluzet, le collectif Anastasie, c'est Lutte et Contemplation, que j'ai beaucoup tenu, parce que ce sont des jeunes chrétiens. Nous avons un point d'appui en Afrique, au Cameroun et en RDC. Et nous sommes aussi ouverts à des associations non chrétiennes, comme les convivialistes. Ce sont des réseaux d'universitaires non chrétiens, donc des universités dans le monde entier. Il y a aussi l'Université européenne de la paix à Brest. Et nous avons un point d'appui à Genève avec Matato Sato et moi à présent, et au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Et nous sommes aussi reliés au Bureau international de la paix, qui est basé à Berlin, qui réunit 300 associations et 16 ONG internationales. Et enfin, nous sommes reliés avec la coalition internationale Arctique 109, qui est née à une conférence à Nairobi au Kenya en 2024 et qui a pour objectif de réformer l'ONU. C'est une coalition très, très active, avec Eva Ali, Dan Perel, et il y a des contacts avec l'Afrique du Sud et des diplômes d'Afrique du Sud et du Brésil, notamment. Nous avons aussi l'appui de juristes internationaux, avec Guylain Poissonnier, qui est vice-président de l'Association de juristes internationaux, et nous sommes conseillés par Farah Sack, qui est une doctorante en droit international. Nous avons lancé une pétition sur le site change.org, qui reprend nos propositions, et sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, si vous voulez connaître les propositions en précision, vous tapez sur l'Assemblée nationale, dans le site dédié, vous aurez toutes les propositions. Parce que là, je vais être très synthétique. Nos propositions sont aussi présentes sur le site de Pax Christi International et sur le site du CCIC de l'UNESCO. Alors, j'en viens aux propositions, et on a sélectionné quelques-unes. Tout d'abord, un renforcement du rôle et des compétences du secrétaire général de l'ONU. L'idée, c'est qu'il puisse contourner le veto du Conseil de sécurité et donc l'amener à passer devant l'Assemblée générale pour solliciter l'Assemblée générale pour des questions de sécurité et de paix. Une consolidation de la présence des casques bleus et du recours à la médiation dans les conflits. Donc ça, c'est notamment l'International Peace Bureau, le Bureau international de la paix, avec Sean Connor, son délégué général, qui a insisté pour qu'on intègre ça dans nos propositions, c'est une vérité, une médiation dans les conflits. Toujours concernant le droit de veto, essayer de limiter le recours au droit de veto. Donc là, on parle de l'article 27.3 de la charte de l'ONU, et on essaie d'élargir cet article 27.3 au domaine de la paix et de la sécurité, qui empêche toute partie prenante à un conflit, toute État partie prenante à un conflit, de participer à un vote. Et donc, ça empêcherait le droit de veto d'un membre belligérant. Autre point, renforcement du rôle de la société civile. Donc, l'idée, c'est de faire un peu comme il y a le comité de liaison ONG UNESCO avec UNESCO, de faire un comité de liaison ONG ONU. Et donc, Guylain Poissonnier nous insistait pour dire qu'il fallait une transparence, enfin, du moins faire attention aux ONG, parce que parfois elles peuvent être téléguidées par les États. Donc, ce qu'on a proposé, c'est en contrepartie, une transparence sur leur financement. Enfin, on va être en paix entre les hommes et avec la nature aussi. Donc, la création d'une institution permanente sur l'environnement et le climat, avec surtout un pouvoir de contrôle, de réalisation.
Donc, comme vous le voyez, ce projet de nouvelle fondation est un projet au long cours qui s'adresse notamment aux générations montantes et qui pourra voir le jour dans des conditions géopolitiques changées lorsqu'elles s'y prêteront, notamment peut-être à un moment de l'élargissement des membres du Conseil de sécurité. Donc, nous essayons d'être une des voix de la société civile, comme vous l'avez vu, et nous essayons d'élargir aussi notre appui avec les églises, notamment c'est ce point sur lequel travaille Hervé Dory et Vladko Maric au sein de Nouvelle Fondation, donc les églises chrétiennes et au-delà. Et nous essaierons d'appuyer l'action des États comme le Brésil ou l'Afrique du Sud qui iront dans ce sens. Concernant le travail avec l'ONU, nous avons déjà participé à une réflexion avec la réforme UN 80, donc c'est Didier Coulon qui a, je sais plus où il est, je vous ai vu, qui a assisté aux réunions de UN 80 qui étaient proposées aux ONG. Nous avons envoyé une proposition avec Farah Sarp à la présidente de l'Assemblée générale de l'ONU, Mme Baerbock. Voilà. Et nous sommes ouverts à d'autres soutiens de l'ONG, du CCIC, notamment les groupes religieux de Chantal Bredin. Voilà. Et nous, effectivement, donc je lisais en revenant votre livre, L'Art de la paix, et je pense que nous serions bien à même de prendre en compte vos propositions sur la prise en compte de la paix au sens large. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, Ina. Donc, on va bien sûr passer à échanger avec la salle. Je voulais peut-être proposer de réagir à ce que nous a présenté un petit peu Ina, puis ensuite on donnera la parole à la salle. Merci beaucoup pour ces directions, ces pistes qui sont toutes pleinement fondées. Je me retrouve totalement. Si vous attendiez de moi des critiques, vous allez être déçus, parce que je suis tout à fait en symbiose avec ce que vous dites. Alors, voilà que je dise quelque chose. Ce que vous voulez. Je suis pessimiste sur la possibilité, et ce pessimisme, je l'ai hérité, je vous dis, de Kofi Annan lui-même, qui nous l'a dit, de réformer le Conseil de sécurité. Évidemment, l'idéal, ce serait de supprimer ce droit de veto, qui a quelque chose de profondément choquant, parce que si vous y réfléchissez bien, en termes juridiques, c'est la première fois que l'inégalité de puissance a été légalisée. C'est ça que ça veut dire, droit de veto. Dire que un États-Unien, un Français, un Chinois, un Russe ou un Britannique ont plus de droits qu'un Burundais ou un Népalais, tout simplement parce qu'ils sont plus puissants. Ce qui, en termes, je dirais, de philosophie du droit, est absolument inadmissible. Et bien sûr, l'autre raison, elle est pratique, c'est que le droit de veto a systématiquement bloqué toute possibilité de résolution de conflits. Bon, le bilan du Conseil de sécurité en matière de règlement des conflits, il est quasiment nul. Il n'y a pas un exemple probant. Il y a eu des interventions, il y a eu des grandes résolutions, la 242, la 338, et non, ça n'avait été appliqué. Donc, tout ça est bien entendu un problème qui se trouve en amont même de vos propositions. Alors, moi, permettez-moi de vous suggérer, très modestement, non pas des compléments à vos propositions, mais des pistes nouvelles. Les travaux, j'ai pas suffisamment eu le temps de développer ce point sur les conflits actuels, notamment les magnifiques travaux du Peace Research Institute of Oslo, qui est le PRIO, qui est le meilleur institut, avec peut-être le CIPRI, le Stockholm Institute for Peace Research, ont indiqué très clairement que le facteur premier des guerres aujourd'hui, c'était pas la rivalité de puissance, c'était la rivalité de faiblesse. C'est-à-dire, c'était des situations de décomposition institutionnelle, de décomposition sociale, de décomposition économique et sociale. Donc, quand on met l'accent sur la dimension sociale, on est directement en prise avec la guerre et l'avenir de la guerre et les vraies méthodes
pour mettre fin aux guerres. Donc, il faut renforcer cet aspect de prévention sociale. Vous savez, le Sahel, bon, il y a bien sûr de méchants djihadistes qui profitent de la situation, mais fondamentalement, c'est quoi le Sahel? C'est une désertification qui, dans ces pays, augmente de 10 cm par heure. Bon. Et qui crée des conflits entre éleveurs et cultivateurs, auxquels se mêlent d'autres catégories de la population, qui conduisent à des famines qui provoquent des razzias dans les villages qu'on va incendier, et donc on va se venger la semaine suivante en allant faire une razzia dans l'autre. Et il y a trois profiteurs de tout cela, les entrepreneurs de violence, c'est-à-dire les mouvements djihadistes qui ont tout intérêt à en même temps activer cette conflictualité et se présenter comme médiateurs, en arrivant dans les villages en disant vous êtes en train de crever de faim, nous on peut vous aider, voilà, tout est prêt dans notre camion, mais faites-nous allégeance, on va pas faire ça gratos. D'ailleurs, M. Trump dit exactement la même chose sur un autre registre, n'est-ce pas? C'est les premiers profiteurs. Des deuxièmes profiteurs, alors là, complètement sous les radars des Nations Unies, que sont les flux mafieux et les entrepreneurs mafieux. Les mafias s'allient étroitement avec les combattants dans les pays du Sud pour en tirer le maximum de profit. C'est vrai dans le conflit du Soudan, c'est vrai dans le conflit du Sahel, c'est vrai dans le conflit de la RDC, pour parler dans le conflit somalien, encore plus, n'est-ce pas? À tel point, d'ailleurs, c'est effarant. On s'aperçoit maintenant que les navires chalutiers mafieux dans la côte des Somalies deviennent des régulateurs des équilibres de la biodiversité de l'océan en dissuadant les gros bâtiments venus d'Occident pour pêcher sur les côtes africaines d'opérer. Donc vous voyez comment c'est un cycle de la dysfonctionnalité. Vous savez, les cycles de la dysfonctionnalité, ils finissent toujours par produire quelque chose de fonctionnel, mais à quel prix? Quel prix? Donc ça, le paquet social, il faut vraiment le mettre en avant. Il y a une autre façon aussi de contourner l'impossible. L'impossible, c'est d'amener les États à directement régler leurs problèmes entre eux. C'est la prévention. Tous les grands secrétaires généraux des Nations Unies, et puis quelqu'un qui est complètement oublié pour Rome, mais qui a beaucoup milité pour ça, qui est Javier Pérez de Cuellar. Javier Pérez de Cuellar voulait à tout prix relancer cette diplomatie préventive. Son successeur, Boutros Boutros-Ghali, qui a écrit un formidable bouquin qui s'appelle l'Agenda pour la paix, dans lequel il dit la principale cause des guerres aujourd'hui, c'est l'injustice sociale. Résultat, Madeleine Albright, en lisant ça, dit ce type-là, on le reprend pas comme secrétaire général. C'est pour ça que l'Australie n'a pas été renouvelé. Donc, le paquet de la prévention me paraît quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, la prévention, c'est là même. Il y a beaucoup de choses à faire pour institutionnaliser la prévention. Les États n'aiment pas beaucoup ça, parce que c'est se mêler de leurs affaires, ils vont ralocher, mais ça n'a pas grande importance, parce que là, il peut y avoir une pression sociale, j'ai regardé tout à l'heure, pour obliger à ce travail de prévention. Et puis, il y a en aval une institution géniale qui a été créée récemment aux Nations Unies, enfin relativement récemment, et qui a déjà été insufflée par Kofi Annan, puis ensuite mise en place par ses successeurs, c'est la fameuse commission de consolidation de la paix. Personne n'en parle, mais c'est quelque chose de génial. C'est-à-dire dire, ok, ils ont arrêté les combats. Mais comment faire pour que ça ne reprenne pas? Vous savez, c'est militer contre l'idée de la paix comme entre deux guerres. Moi, je veux pas de la paix comme entre deux guerres. Moi, je veux une paix humaine, durable. Et pour faire ça, l'idée, c'était de créer cette commission de consolidation de la paix qui a ouvert grand ses portes, notamment aux ONG. Et ça m'amène à un autre point que je vous supplie de prendre en compte, la grande faiblesse des Nations Unies. Si on me demandait une faiblesse des Nations Unies, la voilà, c'est d'ignorer tous les acteurs qui ne sont pas des États. Et ça peut pas durer. Ça peut pas durer. Parce que si vous prenez les statistiques trio-cypriques des guerres, vous avez entre 2 tiers
et 70% des conflits aujourd'hui qui sont intra-étatiques. C'est-à-dire dont les principaux acteurs ne sont pas des États, mais des milices, des groupes armés de toute nature, les mafieux, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est vraiment le cancer de la guerre nouvelle. Et si on laisse faire cette socialisation de la guerre, vous allez avoir quantité d'effets pervers. D'abord, vous savez, quand vous avez 20 ans au Niger, bon, comme ça, par hasard, un pays, c'est particulièrement vrai du Niger. Quand vous avez 20 ans au Niger, ça veut dire que vous avez à peu près 60% de la population qui a le même âge ou qui a un âge inférieur au vôtre. Et il n'y a pas de débouché professionnel. Qu'est-ce que vous faites si vous voulez survivre? Bah, vous essayez l'immigration, et là vous avez affaire à M. Barilla et à Mme Le Pen, ça va? Ou autre possibilité, vous vous engagez comme enfant soldat. Il y a en Afrique 400 000 enfants soldats. Pourquoi? Bah, parce que c'est un bon débouché pour survivre. Si vous devenez enfant soldat, eh ben, vous êtes vêtu, logé, alimenté, nourri, puis même vous avez la satisfaction d'être respecté et reconnu parce qu'on vous met une kalachnikov sur l'épaule. Vous savez combien ça vaut une kalachnikov dans le Kivu? Non, 20 euros. Bon, donc c'est facile de mettre une kalachnikov sur l'épaule d'un jeune de 14-15 ans. Et puis voilà, c'est comme ça que la guerre se banalise. Et au bout d'un moment, tout ça va s'enquister. C'est-à-dire, vous allez créer une société guerrière où plein de gens y trouvent leur intérêt. Donc pour ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut? Surtout que la guerre ne s'arrête pas. Donc pour que la guerre ne s'arrête pas, il ne faut pas négocier. Quand M. Trump, parmi ses nombreuses facéties, a prétendu créer un accord de paix dans l'Est du Congo, il a réuni la ministre des Affaires étrangères du Congo et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, il leur a fait signer un papier, puis lui, il a mis sa signature en forme de radiateur. Et... voilà. Bon. Mais les combattants réels, ils n'étaient pas là. C'est la société qui était en décomposition, enflammée. Donc, il faut pouvoir faire venir ces gens-là. Vous savez, c'est pas désespéré. Moi, je peux vous donner 2 exemples de guerres civiles terribles qui se sont bien terminées parce qu'on a respecté les humains plus que les diplomates. C'est cette formidable paix au Mozambique qui a été co-organisée par un formidable représentant du secrétaire général qui s'appelait M. Aiolo, un Italien, et la communauté Sant'Egidio. Et pourquoi ils ont réussi? Parce qu'ils se sont adressés aux humains, aux combattants, en leur disant, écoutez, DDR, démobilisation, désarmement, réintégration. Vous rendez vos armes, on vous trouve un boulot, un petit boulot sympa. Ça a marché. Ça a marché. Et vous avez eu exactement la même chose en Namibie, pratiquement au même moment. Ça a marché aussi. Parce que on a mis le focus sur les humains. Et parce que les humains ont dit, bah oui, au fond, une réintégration pacifique, c'est plus rentable, plus payant pour nous que continuer cette guerre où on risque quand même d'attraper une vache de temps. Donc, voilà, c'est probablement, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais c'est la raison pour laquelle il faut faire confiance aux ONG. C'est très important. Parce que c'est le seul trait d'union que nous avons avec l'humanité réelle, avec l'humanité réelle. Hein, vous citez, ça m'a touché tout à l'heure, Guylain Poissonnier, j'ai connu lors d'une de mes missions en Afrique, mais mon gâtisme précoce me fait hésiter sur le pays. Je crois que c'est pas en Centrafrique. Non, c'est pas en Centrafrique. C'est au Bénin, où était en poste Guylain Poissonnier. On en avait longuement parlé de ce rôle des ONG comme facteur. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, effectivement, vous insistez, c'était votre dernier point sur l'insertion professionnelle des jeunes. C'est un sujet que nous avons abordé il y a un mois et demi. On avait organisé une conférence sur ce sujet-là, un groupe de travail sur paix et justice sociale. Et donc, effectivement, c'est un lien important. Alors, qui souhaite Je veux bien poser une question? Alors, des questions courtes, voilà, allez-y. Oui, alors vous avez parlé de l'importance de tenir compte des ONG. Je crois que je suis tout à fait d'accord. Je pense par contre, vous avez aussi insisté sur le fait de bien vérifier leur transparence. Parce que je pense que les ONG sont aussi des acteurs qui parfois collaborent aussi, parce que justement, il n'y a pas de transparence, elles sont soutenues par des États qui ont leurs propres intérêts. Et donc, je crois qu'il y a un gros nettoyage à faire sur beaucoup d'ONG et sur les régions dont vous avez, et des deux pays, enfin des deux régions dont vous avez parlé, la Palestine et l'Ukraine. Voilà. Oui, d'ailleurs, ça a un nom, ça s'appelle les GONGO, Government Oriented Non-Governmental Organization. Les GONGO, c'est un phénomène connu, mais vous savez, ça se voit à l'œil nu, un GONGO. Oh, il faut pas non plus donner dans le complotisme, hein, c'est-à-dire que bon, vous avez en face de vous Amnesty International, Oxfam, ACF, CCFD, Médecins du Monde, Médecins sans frontières. On ne peut pas les soupçonner. Et je dirais même que là, c'est même le contre-exemple. Vous avez tout à fait raison de distinguer les bongos des ONG, mais il faut aussi distinguer les procès honnêtes des procès malhonnêtes faits aux ONG. Quand 37 ONG sont interdites à Gaza, dont Médecins sans frontières et Médecins du Monde, sous prétexte que c'est des terroristes wokistes, islamo-gauchistes, LFI, etc., bon, ça ne trompe personne. Ça ne trompe personne. Vous savez, il ne faut pas oublier que, bien souvent, les ONG sont les seuls présents sur le terrain parce que les États n'osent pas ou ne veulent pas être présents. Dans la guerre en Afghanistan, c'est les ONG qui ont fait le boulot des ambassades. Il ne faut pas l'oublier souvent. Et donc, moi, je dis priorité à la fonction. C'est une ONG qui fait son boulot, c'est-à-dire qui arrive à ravitailler, à soigner. Hein. Moi, j'irai pas leur demander s'ils adhèrent aux théories wokistes ou pas. Je regarderai les vies épargnées. Mais ne prenez pas ça comme étant une remise en cause de ce que vous avez très justement appelé une politique de transparence. Bien sûr, bien sûr. Et vous savez, les vrais bongos, ça se reconnaît à 100 mètres. Hein. Alors, Eric Cassino, et puis Monsieur. Non, c'est peut-être un petit peu provocateur. Tout d'abord, merci. Tout d'abord, merci parce que c'était extrêmement clair et passionnant, votre point. Mais ce que fait Monsieur Trump, comme vous l'appelez, Trump. je n'arrive pas à prononcer aussi bien. Et sur les ONG et la déflagration, le non-financement conduit à énormément de casse, y compris sociale. Est-ce que c'est pas quelque part pour essayer de bouger les lignes, les faire avancer dans son sens, ou est-ce que c'est vraiment une politique désordonnée? On peut prendre peut-être l'autre. Non, vous préférez Oui, ça me prend un lit, ou alors on l'utilise comme un lit pour pas répondre à des questions. Bon, alors, En fait, vous posez une question qui méthodologiquement est cruciale, mais extrêmement difficile. Vous savez, moi, je dis toujours, tant à mes étudiants qu'aux journalistes, et surtout aux journalistes, parce que c'est eux qui posent la question, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui va se passer, etc. Je dis, il faut jamais oublier que tout choix politique transite d'abord par un cerveau individuel.
Et donc, ça rend toute décision imprévisible par définition. Comment M. Trump va réagir, comment M. Poutine va réagir, ben, même son médecin ne le sait probablement pas. Deuxièmement, et toujours dans la même ligne, il est méthodologiquement très important de se demander si vraiment il y a un projet. Vous savez, quand notre science des relations internationales a été créée, c'est tout récent, c'est à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, on est parti du postulat de l'acteur rationnel. C'est ce qu'on appelait le rational choice. Voilà. Et donc, on postulait que le prince est par définition rationnel. Ben, vous savez, est-ce qu'Hitler était rationnel? Est-ce que Staline était rationnel? Et même s'ils étaient rationnels, quelle était leur rationalité vis-à-vis d'eux-mêmes, leur petite personne, ou vis-à-vis d'un groupe, ou vis-à-vis d'une idée, d'une idée? Tout ça est extrêmement compliqué. Moi, j'ai tendance, par l'observation que j'en fais, à considérer qu'il n'y a pas de Trumpisme. Il n'y a... cet homme a eu la malice de savoir convertir en promesse électorale un sentiment qui était profondément ancré depuis quelques années dans la société américaine, d'avoir été frustré, privé de cette victoire que la mondialisation qu'ils avaient conçue, si on en croit Milton Friedman et les grands, et le néolibéralisme, et qui du coup a plus profité à la Chine et aux émergents qu'à la société américaine. Alors ça renvoie à la ceinture de rouille, ça renvoie aux travaux magnifiques de l'économiste Branko Milanovic qui montre qu'il y a une paupérisation au moins relative des classes moyennes américaines. Et M. Trump a su parler à ces gens-là. Et c'est tout. Et j'ai souvent tendance à dire que le Trumpisme a précédé Trump. Et que le problème, c'est que, je le disais tout à l'heure, il y a dans cette démagogie électorale quelque chose de vicié dans la mesure où il a essayé de pomper deux attentes sociales contradictoires. Restaurer la puissance, mais sans que ça coûte trop cher. Comment on fait pour restaurer la puissance sans que ça coûte trop cher? Ben, on tape sur le plus faible. C'est ce qui est le moins coûteux, n'est-ce pas? Et sur le plus mou. Alors là, avec l'Europe, vous avez de quoi faire pour un bon moment. Hein. Mais l'usage des évangéliques, etc., et toute la rhétorique qu'il y a derrière. Alors, vous avez raison, vous avez totalement raison. Et ils ont joué un rôle très important dans le processus qui a conduit à la victoire, aux deux victoires de Trump, 2016 et 2024. Mais ils sont minoritaires, les évangélistes. La majorité du corps électoral, c'est une population un peu comme l'électorat néo-populiste en Europe, complètement, qui a le sentiment d'être complètement abandonné, d'être livré à soi-même, qui n'a pas d'idéologie constituée, qui a des réflexes qui sont, comme toujours quand on est apeuré, qui sont des réflexes d'agressivité à l'égard de l'autre, de xénophobie, d'identitarisme, de suprémacisme, etc. Mais en même temps, je veux pas que ça me coûte. Hein. Je veux casser de l'étranger, mais à condition quand même que ça ne coûte pas trop cher, parce que si pour casser il faut en plus payer, non. On en est là, n'est-ce pas? On en est là. Et voyez bien d'ailleurs ces congressmen qui sont à la veille, enfin à l'avant-veille d'un scrutin majeur, ils se disent oulala, si je vais trop loin avec Trump dans son don quichotisme dont vous parliez tout à l'heure, eh ben les électeurs vont m'envoyer paître. Donc c'est très difficile de trouver une logique à tout ça. Je pense que c'est un homme qui veut gagner. Je ne suis pas sûr que cet homme ait des convictions profondes, et vous avez raison de dire que dans son entourage, certains ont des convictions profondes, mais lui n'a ni conviction religieuse affirmée, ni philosophie assurée. Alors, il y a un homme qu'il faut regarder de très près, c'est Ruth Barth. Ruth Barth qui a été le réinventeur tout à fait contemporain du libertarianisme.
le libertarianisme dans la société américaine a un succès fou parce que il consiste à dire retrouvons la vraie liberté, c'est celle qui permet au fort de donner les claques qu'il veut. En gros, c'est ça. Et ça, effectivement, on sait que M. Trump y est assez sensible. C'est la raison pour laquelle il méprise l'état de droit et c'est la raison pour laquelle il a tendance à considérer que, comme il est fort, il a le droit d'utiliser sa force comme il l'entend. Voilà. Mais je pense pas. Vous savez, il y a beaucoup, je disais tout à l'heure, la diplomatie de la gonflette. Je pense que c'est aussi la diplomatie de l'affichage et de la démonstration. On veut en remontrer. Hein, c'est du bodybuilding. Regardez les biceps. Mais quand on fait du bodybuilding, c'est pas forcément pour casser la gueule à quelqu'un. C'est tout simplement pour dire, je suis fort. Oui, bonsoir Bernard Cornu. D'abord, un petit point, le jeune du Niger aura une troisième possibilité évidente, c'est faire de la contrebande de carburant. Parce que c'est 17 centimes en Libye et en Algérie, et c'est plus d'1 dollar au Niger et dans tout le Sahel. Et c'est la cause des mafias et la cause du djihadisme qui vit là-dessus. Ma question, c'est la plupart des guerres en Ukraine, en Syrie, en Irak, en Arménie et ailleurs, c'est à cause fondamentalement d'un déficit de la constitution locale ou nationale par rapport à la diversité religieuse, ethnique et linguistique. En France, si on veut être un médiateur, ne faudrait-il pas trouver une solution pour que les Corses, à l'Assemblée, aient le droit de parler corse, qui est interdit actuellement, et pour la Nouvelle-Calédonie aussi, pour qu'on soit un réel médiateur? La question, c'est où y a-t-il dans le monde une constitution qui prenne bien en compte cette diversité? Alors, vous avez tout à fait raison. Alors, plusieurs choses. Bon, sur la Nouvelle-Calédonie, le problème est simple. C'est une colonie, il faut la décoloniser. Et tant que la Kanaki ne sera pas indépendante, il y aura des problèmes. C'est comme ça. Moi, je suis d'une génération où j'étais tout gamin pendant la guerre d'Algérie. Et je me rappelle qu'on disait, mais il n'est pas question de l'indépendance d'Algérie. D'ailleurs, ces gens-là, ils ne savent pas se gouverner eux-mêmes. Et puis, c'est à nous, on y a toujours été, etc., etc. Je me souviens très bien de ce temps où on considérait comme inconcevable l'indépendance de l'Algérie, puis quand même rendre hommage au général de Gaulle, qui a plus que d'autres que je ne nommerai pas, qui a dit, soyons de notre temps, quoi. Bon. Là, avec le cas calédonien, on n'est pas dans le même contexte sur le cas corse. Le cas corse, vous avez tout à fait raison de le dire, monsieur, c'est à l'intérieur d'une histoire nationale, et il y a une histoire nationale qui nous unit à la Corse, enfin, qui fait que la Corse est en France, n'est-ce pas, depuis Louis XV. Dans cette histoire nationale, il y a des diversités qu'il faut savoir respecter. Comme il faut toujours respecter l'autre dans ce qu'il a de différent de nous. C'est ce que je ne cesse de répéter, et de ce point de vue-là, effectivement, les Corses, les Bretons, les Alsaciens, c'est pas scandaleux, ils parlent leur langue, et c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas de bons citoyens. Ils seront même de meilleurs citoyens si on leur donne une impression même une réalité d'autonomie, parce que, pour ça, le mot impression n'est pas tout à fait faux, qu'on ait le sentiment qu'on est respecté, qu'on est reconnu. C'est nous. Là, vous êtes tout à fait d'accord. Alors, ceci étant, attention. Il y a un petit pas que je ne franchirai pas, semble-t-il, avec vous, si je vous ai bien compris, c'est que je n'ai jamais cru que le fond du problème, c'était dans le ferment identitaire qu'il fallait le trouver. L'identité, c'est souvent un instrument pour dire ses souffrances et son malaise. Le Corse est identitaire parce que il se sent souffrant dans la non-reconnaissance dont il est objet, mais aussi dans la marginalité économique, sociale dans laquelle il vit, la difficulté d'accès à un certain nombre de ressources. Et on pourrait continuer, si vous prenez l'Afrique, moi qui est un continent qui me passionne et vraiment auquel j'adhère profondément, l'identité, c'est l'instrument faute de mieux pour s'affirmer. Mais d'abord le développement humain, d'abord la sécurité humaine. Si vous êtes en situation de sécurité alimentaire,
si vous avez la possibilité d'accéder à l'école, si vous êtes en situation de sécurité sanitaire et que vous avez les équipements hospitaliers nécessaires, eh ben, à ce moment-là, votre référent identitaire, il pourra rester présent, vous avez raison, mais il ne deviendra pas source de violence. La violence, c'est toujours, ce que j'explique aussi dans mon livre, j'essaie d'expliquer dans mon livre, la violence, c'est le prolongement de la colère. Et la colère, c'est le sentiment d'une frustration désespérée. C'est-à-dire quand vous attendez des choses parce que vous êtes un humain et que vous vous dites, ben, je suis humain, donc j'ai le droit d'être éduqué, j'ai le droit d'être soigné, j'ai le droit d'être alimenté, et que vous voyez que décidément ça marche pas, eh ben vous entrez en colère, et la colère génère de la violence et du conflit. Regardez ce qui s'est passé en Iran les semaines qui ont précédé. C'était quoi? Et en ça, c'était tout à fait nouveau. Il y avait bien entendu les revendications légitimes et fortes des femmes, mais fondamentalement, des crèves la faim, des crèves la faim. C'est-à-dire, ceux qui a mis le feu au four, c'est les gens qui disent, mais je peux plus vivre. Moi, j'ai reçu des messages de Téhéran me disant, le prix d'un œuf aujourd'hui, c'était le prix d'une voiture au début du siècle. Voilà, le genre de choses. Et les gens sont descendus dans la rue parce qu'ils disent, bah, dans le fond, on peut même nous tirer dessus, de toute façon, on va crever de faim. Donc, et ça, c'est l'optimum de la mobilisation. Et beaucoup plus que l'identité. Et ce qui est intéressant en Iran, c'est que ce vecteur de détresse économique a rallumé les identitarismes kurdes, azaris, khouzestani, balouches, etc. Arnaud, moi je voudrais vous poser une question. Vous n'avez pas beaucoup parlé de la Chine, donc je voudrais vous parler de la rivalité croissante entre les États-Unis d'un côté et la Chine, parce que de toute l'agitation qu'on a depuis ces dernières semaines, Xi Jinping ne dit pas grand-chose, mais il en bénéficie énormément, énormément. Derrière. Et la montée en puissance de la Chine, aujourd'hui, du fait que les rivalités économiques, qui sont pratiquement à parité maintenant, hein, pas très loin, la puissance militaire, il s'en rapproche, la diplomatie conquérante, les deux jouent sur le même registre, et les Chinois, pour la première fois, commencent à utiliser les armes économiques américaines, en utilisant leurs terres rares, tout un certain nombre de choses de contrôle, et dont les Américains ont besoin. Mais moi, je sens monter cette rivalité, et maintenant, en ce moment, ils jouent avec des proxys. Ils jouent avec des proxys, tous les deux. Donc, je vais avoir un peu votre avis. Alors, je suis en partie, mais en partie seulement d'accord avec vous, ça tombe bien, ça permet d'ouvrir le débat. Je pense que le logiciel, et maintenant il y a du mal à se placer, le logiciel chinois est différent de celui des États-Unis. Pour pas employer le même mot, ça leur est rappelé. Qu'est-ce que ça veut dire? La Chine, c'est le premier pays, peut-être le seul, à avoir compris ce qu'était la mondialisation. Et à avoir compris que la mondialisation pouvait produire des avantages bien supérieurs à l'affrontement. Les Chinois avaient toutes les raisons de comprendre ça avant les autres. D'abord parce qu'ils étaient hors circuit avant la mondialisation, qu'ils ont compris que la mondialisation c'était un moyen de rentrer dans le système international. Et puis parce que toute la philosophie confucéenne a ceci de remarquable qu'elle valorise l'harmonie sur la compétition. Et dans mon livre que vous avez en main, et que je vous suggère de brandir, voilà. Il en reste d'autres encore. Voilà, c'était une façon de dire. Tout à fait. Eh bien, je caractérise la diplomatie chinoise comme étant l'harmonie autocentrée. C'est-à-dire, travaillons à construire l'harmonie du monde de manière à en tirer pour nous le maximum de bénéfices individuels. C'est très fort. Et ça a parfaitement marché. Alors, à l'exception de la région immédiate, et notamment de la mer de Chine, les Chinois ont compris qu'il ne fallait surtout pas se mêler de conflits. C'est la raison pour laquelle la puissance militaire chinoise est plus une puissance d'affichage, et qui d'ailleurs est très loin de la puissance américaine. Vous savez, le budget militaire chinois, c'est à peu près 290 milliards de dollars.
là où le budget américain, c'est 1000 milliards. Donc, il y a un océan entre les deux, c'est le cas de. Mais les Chinois savent qu'ils n'ont pas intérêt à jouer sur ce terrain-là. Ils ont intérêt à jouer la carte de la pénétration des économies, proches ou lointaines. Je ne vais pas employer le terme proxy parce que je ne le pas. C'est un terme qui est faux. Il n'y a pas de proxy, ça ne veut rien dire. Et les Chinois, en tous les cas, n'en ont pas. Mais les États-Unis non plus. En revanche, les États-Unis vivent sur le canon, c'est le cas de le dire, de la puissance acquise, et donc sur l'idée de maîtriser toutes les conflictualités. La Chine, c'est pas son problème. Là où vous avez raison, c'est de dire que les conflits peuvent profiter à la Chine. Là où j'ai raison, c'est de dire, mais attention, si les conflits s'aggravent trop, ça met en péril cette harmonie dont la Chine profite, c'est-à-dire ça risque de mettre à mal son positionnement dans l'économie mondiale et donc ses principaux revenus dans un contexte économique qui n'est pas très favorable à la Chine actuellement. C'est que jamais la consommation était si basse en Chine, jamais il y a eu tant de vieux en Chine, il n'y a pas de sécurité sociale, d'assurance vieillesse, tous ces machins-là. Et donc la Chine, elle est dans une situation tellement précaire que on peut avoir des surprises dans les décennies à venir quant à la pérennité du modèle chinois tel que je l'ai décrit, qui a été inventé en gros, l'homme qui a pensé tout ça, qui est un génie extraordinaire, c'est Zhou Enlai, hein, et celui qui l'a mis en pratique, c'est Deng Xiaoping. Voilà. Et puis ses deux successeurs, c'est-à-dire Jiang Zemin et Hu Jintao. Xi Jinping, de deux choses une. Ou c'est un chaînon intermédiaire qui va donner naissance à un nouveau modèle, ou c'est le modèle déjà présent d'une Chine qui fait repasser l'autorité politique et la coercition avant le profit économique, ce qui serait le début de la fin de ce modèle. Mais pour l'instant, je n'irai pas jusque-là. Mais la Chine a très bien compris que le conflit ukrainien, à court terme, ça peut lui rapporter, qu'à long terme, s'il venait à s'aggraver, ce serait catastrophique. C'est-à-dire que la Chine et les États-Unis se retrouvent sur un point, c'est de ne pas vouloir l'Union européenne politique. Ah non, Ils veulent tous les deux le marché unique non. pour en bénéficier pour eux. La Russie et les États-Unis sont parfaitement connivents dans leur rejet de l'Union européenne. La Chine, au contraire, rêve d'une Union européenne solide pour pouvoir effectivement structurer le marché international. Moi, je peux vous dire, avoir rencontré le vice-ministre chinois des Affaires étrangères qui est venu en visite à Paris, qui a demandé à rencontrer des professeurs tournesol, donc je l'ai reçu à Sciences Po, cet homme ne m'a dit qu'une chose pendant 3/4 d'heure d'entretien, mais expliquez-moi pourquoi vous ne construisez pas l'Europe. Et tant que vous ne construisez pas l'Europe, pardon? Ouais. Et tant que vous ne construirez pas l'Europe, vous n'existerez pas pour vous. C'est-à-dire que c'est exactement le contraire de la carte états-unienne et russe qui disent nous, on ne veut connaître que des petits Européens avec qu'on pourra matraquer à souhait. Hein, le grand rêve trumpien, mais soyons justes, Biden et même Obama avaient un peu ça en tête, mais de manière plus souple, plus subtile, etc. Qui consiste à dire, c'est beaucoup plus avantageux pour nous de négocier avec l'Estonie ou avec la Slovénie que de négocier avec une Union européenne qui aurait un président unique, une politique, etc., etc. Et quand en plus il y a von der Leyen, alors là c'est le paradis. Ça c'est méchant de l'enregistrer. Didier Coulon, vous avez, je pense à juste titre, fait remarquer que c'était très difficile, ce serait très difficile de changer le Conseil de sécurité, mais inversement,
que beaucoup de choses pouvaient se faire par les agences et programmes des Nations Unies, enfin, si j'ai bien compris votre propos. Et j'aimerais savoir si vous avez, je dirais, des suggestions à faire sur la façon de s'y prendre pour ça, parce que bon, que Monsieur Gutiérrez donc veut réformer l'ONU et donc j'imagine essayer de revoir l'ensemble des agences et programmes des Nations Unies. Pour vous, quelle est, je dirais, la meilleure façon de s'y prendre? Où est-ce que est le maillon faible, en quelque sorte, sur lesquels on pourrait agir pour modifier ça? D'être dans un contexte aussi où les États-Unis ou d'autres pays ont aussi des restrictions financières, budgétaires pour ces organismes. Quelle est votre vision de ce qu'il faudrait faire par rapport à ça? Alors, vous avez raison, parce qu'on est dans un cercle vicieux. C'est-à-dire, dès qu'on touche à quelque chose, c'est toute la machine qui réagit et qui nous bloque. Bon. Alors, comment faire? L'idée de Kofi Annan, c'était une réforme des Nations Unies qui ne puisse pas être bloquée par la puissance des États. D'où le rapport sur la sécurité humaine, que l'État aurait le culot de mettre son veto sur la mise en évidence de la sécurité alimentaire ou de la sécurité sanitaire. Puis, ça a été la déclaration du millénaire du 1er janvier 2000, que l'Assemblée générale a ratifié. Puis, ça a été les OMD, les objectifs millénaires pour le développement. Puis, ça a été les ODD, c'est-à-dire c'est une réforme qui est effectivement partie du secrétaire général. Et vous avez tout à fait raison. Moi, je vous appuie pleinement lorsque vous dites renforcer les droits du secrétaire général. D'abord, il faut le faire doucement parce que les États les plus puissants n'accepteraient pas un secrétaire général très fort, hein, c'est absolument évident. Imaginez, je dis n'importe quoi, mais c'est une image, qu'un Lula devienne secrétaire général des Nations Unies, vous verriez la tête d'un certain nombre de dirigeants. Voilà. Donc, il faut être très prudent, mais jusqu'à maintenant, ça a marché. C'est-à-dire, les OMD, ça n'a pas changé le monde, les ODD non plus, enfin quand même, c'est un pas en avant réel. Alors, je crains, pour aller dans le sens peut-être de ce que vous sous-entendez, que certains États aient compris le stratagème et cherchent maintenant à le bloquer. Quand M. Trump s'est concentré sur la mise au pas des agences sociales du multilatéralisme, quand il est sorti de certaines d'entre elles, quand il a coupé les subventions, il ne faut pas oublier que le HCR a licencié 6000 agents. Bon, donc là, peut-être que c'est le bout du chemin. Peut-être c'est le bout du chemin. Si j'avais la solution imparable, je ne dis pas que j'aurais déjà le prix Nobel de la paix, puisque je n'ai plus la prétention ni le désir de l'avoir, mais en tous les cas, j'aurais le droit au journal de 20 heures. Une dernière question. Monsieur, nous sommes ici des ONG auprès de l'UNESCO. L'UNESCO, organisation que vous avez citée parmi les agences sociales, oui, n'est-ce pas? Absolument. Avec l'OMS, FAO et compagnie. L'UNESCO, vous avez d'ailleurs, dans votre présentation, mis l'accent sur tout ce qui intéresse l'UNESCO, tout ce que l'UNESCO met en exergue, à savoir la culture, les différences culturelles, fait partie bien sûr des grands programmes. Vous savez, dans votre exposé, je pense que vous avez donné un programme pour le futur directeur général de l'UNESCO. Vraiment. Parce que vous avez mis l'accent sur l'importance des différences culturelles. Vous l'avez dit avec cette notion de paix différente selon les cultures. L'Afrique, qui a la santé des cultures, etc., etc. Très intéressant. Et puis, vous avez mis l'accent aussi sur ce concept de sécurité. Je sais que notre ancien directeur général, Federico Maia, avait travaillé beaucoup sur la sécurité. Je pense que c'est un concept particulièrement intéressant pour l'UNESCO. Je le dis pour toutes les ONG qui voudraient mettre en exergue ce concept, qui est important. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'ONU, il y a le Conseil de sécurité. C'est vraiment une sécurité comme conseil.
Parce que voilà. La question. Alors, la question. non, et je voulais dire également, oui, il y a ça. Et puis, croyez-vous, pensez-vous qu'il y a une crédibilité aujourd'hui des organisations internationales, notamment comme l'UNESCO et tant d'autres? Alors, vous avez raison de gratter cette notion de sécurité. Parce que tout à l'heure, quand j'ai commencé mon exposé, j'ai montré que, au départ, elle n'était pas très sympathique, puisque derrière la sécurité, il y a le postulat de la méfiance que l'on a à l'égard de l'autre. Et j'ai même cité un ancien ministre de l'Intérieur comme parfaite illustration de la chose. Je crois en la réalité de tout cela, simplement, l'humanité ne s'arrête pas. Elle a reconstruit cette notion de sécurité, et face à cette notion agressive de la sécurité, je me méfie de l'autre, parce qu'il va me voler, il va m'attaquer, il va me diffamer, etc. Elle a reconstruit la sécurité dans le sens opposé. Et c'est là ce qui distingue la sécurité humaine de la sécurité tout court, de la sécurité nationale. La sécurité humaine, c'est quelque chose que chacune d'entre nous peut comprendre. C'est la sufficiency dont parlait Marcel de Padoue, etc. Or, vous avez raison, il faut que le Conseil de sécurité adopte la définition moderne de la sécurité alors qu'il y a la définition ancienne. Vous savez, à un moment, la diplomatie allemande était très active. C'était l'époque de Joschka Fischer, notamment, qui avait provoqué une session ouverte, c'est possible juridiquement, du Conseil de sécurité, c'est ouvert aux non-membres, pour discuter de problèmes généraux, pas de questions brûlantes, mais de problèmes généraux. Et il avait proposé une discussion sur la sécurité climatique. Et le délégué russe, M. Nebenzia, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Oui, toujours là. le genre de personne avec laquelle on n'a pas envie de passer le week-end, est intervenu et a prononcé cette phrase incroyable. Parler de sécurité humaine au sein du Conseil de sécurité est non seulement inutile, mais contre-productif. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité refuse d'adopter cette définition moderne et humaine de la sécurité. Ce qui est extrêmement grave et ce qui est un blocage. Donc il faut revenir à cette définition. Alors quant à la crédibilité des institutions, vous savez, on est crédible en fonction de ce que l'on offre. Moi je pense que l'OMS qui a été traînée dans la boue au moment du Covid, elle est très crédible en Afrique. Quand on sait ce qu'elle a fait en matière d'assainissement de l'eau, en matière de lutte contre un certain nombre d'épidémies, notamment éradiquant la variole. Mais quand vous n'offrez rien, vous n'êtes pas crédible. Hein, le Conseil de sécurité n'est pas crédible parce qu'il n'a jamais rien fait. Écoutez, merci beaucoup Bertrand Badi, vraiment très intéressant. Vous nous rappelez des éléments fondamentaux sur la paix, les amène à sujet. Vous donnez de l'importance à la société civile, hein, donc aux ONG dont nous faisons partie. Et donc, c'est pas. On n'a plus le temps d'une ou deux questions. Bertrand, j'aimerais quitter. Et oui, et puis si on paye les questions, je ne pourrais plus signer mon livre et je ne pourrais plus l'acheter. Moi, j'aimerais simplement revenir. C'est vraiment la dernière. La dernière. Oui, parce que c'est un peu de ce que vous avez dit. Vous avez parlé de la sympathie des armes, de la force de l'empathie et des résiliences sociales. Vous pourriez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que vous voyez dans cette sympathie des armes? Vous la voyez comment? La sympathie, vous savez, la sympathie des armes, alors j'en parle beaucoup dans mon livre, c'est la capacité qu'a un individu de s'identifier à la cause d'un autre qui n'est pas sa propre cause. Et ça, c'est une dimension des relations internationales contemporaines qui a été négligée. Je vais vous donner un exemple, puisque vous le souhaitez. J'étais un samedi après-midi, boulevard de Grenelle, pas loin d'ici, donc, avec ma femme, prendre un café tranquillement, et je vois passer un cortège de gilets jaunes. Et au milieu de ce cortège, qui n'était pas très fourni, je vois une dame, manifestement d'origine sociale très modeste, mais qui n'était pas issue de l'immigration, qui
n'avaient pas, disons, ce véhicule cosmopolitique, qui portaient un drapeau palestinien. C'est incroyable. Et donc, je me suis levé d'un bond. J'ai laissé tomber ma femme, mon café, ma monnaie, le bistrot, et je me suis précipité sur cette dame. Alors, du coup, elle croyait que je l'agressais, c'était plus mal placé. Je dis, mais madame, je vous aime beaucoup. Je voudrais comprendre pourquoi vous portez un drapeau palestinien. Et elle m'a fait cette réponse combien emblématique. Elle m'a dit, bah, vous savez, monsieur, de ce qu'on m'en a dit, ces gens-là, ils sont comme nous, ils souffrent. C'est l'international de la souffrance. C'est l'identification à la souffrance de l'autre. Ce qui m'a frappé en parlant, en dialoguant, par exemple, avec des personnes qui arboraient un drapeau palestinien, notamment en Espagne et en Italie, où j'ai vu beaucoup de cas de cette nature, ben, ils mêlaient leur insatisfaction, leur échec avec la souffrance palestinienne. Pourquoi croyez-vous qu'il y ait des drapeaux palestiniens en Champagne-Pouilleuse pour lutter contre les mégabassines? Mégabassines, rien à voir avec la Palestine. Enfin, des gens qui... Ah bah non. Bon. Il y a quand même de l'instrumentalisation. On ne peut pas penser que dans les Black Blocs, il n'y a pas des mecs qui sont des gauchistes, il y a des islamo-gauchistes, et il y a des gens innocents. Je ne sais pas trop ce que c'est qu'un islamo-gauchiste. Mais de toute façon, c'est jamais... L'instrumentalisation, elle peut jouer en faveur de quantité d'autres causes qui n'apparaissent pas. Pourquoi, quand il y a une manifestation pour le droit des femmes, il y a des drapeaux palestiniens? Pourquoi, lors de la Coupe du Monde de football à Qatar, les drapeaux palestiniens étaient brandis pendant les matchs qui opposaient le Maroc à je ne sais pas quel autre pays européen? Comment? C'est l'espoir d'une transformation du monde aussi. Oui, ben, Voilà. c'est ce que j'appelle la lutte palestinienne. L'identification. On parle même de la mondialisation des émotions. Bien sûr. Oui, c'est ça. Alors, j'aime pas le terme émotion, parce que c'est quand même faire peu de cas de causes aussi graves que la cause ukrainienne ou la cause palestinienne ou la cause soudanaise, de dire que c'est de l'émotion. Non, c'est quelque chose de raisonné, de profond. Et donc, je le dis, c'est pas pour contre vous, bien entendu, mais j'ai un collègue que j'aime beaucoup par ailleurs qui a écrit un livre qui s'appelle Géopolitique des émotions, qui est quand même dégonflé. Un Palestinien qui vient de perdre sa famille, si tu lui dis que son problème est un problème d'émotion, il ne comprendra jamais. Donc, merci beaucoup. C'est pas terminé puisque Bertrand est prêt à dédicacer son livre. Oui. Merci beaucoup. Je vous oblige pas. Non. Non, c'est un privilège. On est dit que vous avez dirigé, et puis je connais un peu vos interventions. C'est toujours ce mélange à la fois on est au cœur des difficultés du monde, mais d'un optimisme. Moi, je ne ressors pas de là, effectivement, complètement abattu. Parce qu'on comprend d'autant mieux les choses. Ça ne veut pas dire que ça les justifie, ça ne veut pas dire que... mais au moins, on comprend et on voit où est-ce qu'on peut agir. Et effectivement, vous me dites, c'est autour de l'énergie sociale et des questions sociales qu'il y a des choses à faire. Vous voulez être optimiste, au lieu de prendre un Valium ou un Lexomil, eh ben, allez, devenez enseignant et parlez à des jeunes de 20 ans. Vous verrez que tout ça, ils le comprennent. Il n'y a même pas besoin de leur expliquer. Moi, quand j'en dis des trucs comme ça, c'est coup de pépé, il y a longtemps qu'on le sait. Ça, c'est la base de mon optimisme. Pas en train de pépé, mais en tous les cas, on voit l'effet général. Merci beaucoup.